Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à cette émission. 28 ans viennent de s'écouler depuis les génocides commis contre le Tutsi au Rwanda. Plus d'un million de victimes de ce génocide. Beaucoup de choses ont été dites sur ce génocide, des reportages, des documentaires, des magazines et surtout des publications ont été sorties pour informer aussi bien le monde que d'autres Rwandais, surtout des nouvelles générations, pour comprendre ce qui s'est exactement passé au Rwanda en 1994. Les Rwandais de différents âges ont témoigné, c'est-à-dire les adultes, les enfants, les jeunes adultes, les plus vieux ont témoigné, ont permis à ce que des publications soient faites pour que les gens comprennent vraiment ce qui s'est passé au Rwanda. C'est un travail de longue haleine, c'est de la recherche au quotidien. Voilà pourquoi aujourd'hui, 28 ans après, nous avons le plaisir dans nos studios d'accueillir quelqu'un qui a travaillé sans relâche pendant plus de 20 ans maintenant que cette personne a découvert le Rwanda et écrit et travaille sur le Rwanda. Nous sommes avec le docteur Hélène Dumas. Elle est chercheuse au Centre national des recherches scientifiques en France. Et le docteur Dumas, il est diplômé donc en histoire et également il est dans le domaine, je parlais donc de la recherche, il a publié sur l'histoire du génocide des Tutsis, il a également travaillé sur les juridictions Gacaca ou les tribunaux Gacaca et son domaine également, c'est également l'anthropologie historique des violences de masse. Voilà, pour tout ce qui est donc du génocide des Tutsis, il est donc une de grandes références que nous avons aujourd'hui et c'est avec nous qu'il est dans nos studios aujourd'hui. Bonsoir, docteur Hélène. Bonsoir Chahedi, merci pour l'invitation. Et surtout, c'est un honneur d'être avec vous. Docteur, je parlais de plus de 20 ans que vous travaillez déjà sur le Rwanda et principalement sur le génocide des Tutsis. Si on doit se situer dans le temps, c'est en 2004 exactement que vous découvrez le Rwanda, un pays où 10 ans auparavant avait sombré dans le chaos. Plus d'1 million de victimes du génocide commis contre les Tutsis. Déjà, si on doit rentrer dans le contexte, dans quel état vous retrouvez ce Rwanda-là? Je le trouve dans l'état dans lequel je le rencontre pour la première fois. Ce pays et son histoire tragique, celle du génocide des Tutsis. Et cette rencontre déterminera la suite de ma vie à la fois personnelle et professionnelle, puisque la manière dont je travaille en historienne sur le génocide des Tutsis est indissociablement liée à la manière dont je suis venue ici au Rwanda, ce que j'ai vu au Rwanda lors de cette 10e commémoration. C'était à l'époque, je crois que beaucoup de monde s'en souvient, un pays dont les traces du génocide étaient encore vivantes, palpables, physiques. Et je me suis donc retrouvée dans un pays, dans une commémoration, cette 10e commémoration, où que ce soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, en particulier l'échelle individuelle des survivants et des survivantes du génocide, à la fois dans leur corps, dans leur esprit, dans leur psyché, tout était mu par ce souvenir du génocide, un souvenir qui n'était pas lointain ni abstrait, mais qui vivait littéralement dans les corps et dans les esprits, dans les paysages aussi. Et c'est ça qui m'a beaucoup marquée. Et mon travail est lié véritablement à cette rencontre, à ce choc à la fois affectif et intellectuel qu'a représenté cette rencontre-là avec le Rwanda et l'histoire du génocide. Lorsqu'on lit dans vos publications et tout ce qui est à votre travail, c'est que vous venez au Rwanda pas forcément pour l'écriture. Déjà, dans quel contexte vous arrivez au Rwanda? C'est vrai, vous parlez bien un pays avec des plaies béantes, mais vous, qu'est-ce qui vous amène au Rwanda déjà? Ça a été un choc?
Oui, alors ce qui m'amène au Rwanda, j'ai à l'époque une vingtaine d'années et puis je crois naïvement peut-être que le pays déjà a pensé ses plaies et je voulais peut-être approcher de manière un peu naïve cette expérience. Et ce que j'ai vu, c'est l'histoire du génocide. Voilà. Et de manière extrêmement, encore une fois, matérielle. Et ça, souvent, il y a un lieu commun qui veut que eh bien, les chercheurs soient des êtres froids et que la raison s'opposerait aux émotions. Je crois personnellement tout le contraire. C'est précisément parce que l'histoire du génocide et cette rencontre avec le Rwanda s'est passée de cette manière-là, c'est-à-dire très physique, en passant aussi par les affects, que ça a déclenché la volonté de comprendre. Cette volonté de comprendre, elle est déclenchée par l'émotion ressentie alors qui ne m'a jamais quittée. Alors, pour peut-être comprendre aussi l'histoire, vous vous êtes dit qu'il fallait écrire. Oui, parce que j'avais la chance de suivre des études d'histoire en France, à l'école d'études en sciences sociales, avec quelqu'un qu'on connaît bien au Rwanda qui s'appelait José Kagabo et qui m'a beaucoup encouragée à travailler sur l'histoire du génocide pour tenter évidemment de comprendre ce qui avait pu rendre possible cet événement si important de la fin de notre XXe siècle. Et quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire du génocide des Tutsis, c'était encore un événement qui, en France, en tout cas, n'était pas reconnu à sa juste gravité. Voilà. Et donc il y avait un défi aussi, si vous voulez, à la fois intellectuel, mais aussi civique et moral, à travailler sur cette histoire. Alors, pour commencer, l'une de vos premières publications, d'abord vous vous rendez compte, européenne que vous êtes, le génocide déjà jusque-là enseigné est connu, c'est le génocide des Juifs. Oui. Également, il y a aussi le génocide des Arméniens qui est également très connu en France principalement et en Europe d'une manière générale. Vous découvrez, c'est d'abord la ressemblance entre le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs, c'est que c'est un génocide dont les victimes n'ont rien en commun ou ont vraiment des grandes différences avec leurs bourreaux. Oui, alors Mais vous, au Rwanda, vous découvrez un génocide où quasiment vous parlez, comme on dit, les massacres des voisins. Ce sont des voisins qui tuent les leurs. Ce sont des Rwandais qui tuent les leurs. Déjà, ça a été aussi facile d'appréhender ça, de comprendre ce contexte. Non, c'est, je pense, l'un des aspects les plus difficiles à comprendre du génocide des Tutsis, c'est cette réversibilité, ce qu'on appelle cette réversibilité des liens sociaux et affectifs, c'est-à-dire des personnes qui vivaient dans une osmose culturelle très importante, qui parlaient la même langue, partageaient les mêmes croyances religieuses, les mêmes collines, de comprendre voilà, comment ces liens sociaux et affectifs ont basculé à ce point, à la fois dans la violence, mais aussi dans la cruauté. Et ça, c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup aussi, la cruauté qui a accompagné le massacre des Tutsis ici au Rwanda. Alors, évidemment, il y a aussi des points communs avec le génocide des Arméniens et la Shoah. Et je dois dire ici, reconnaître la dette que j'ai envers mes collègues du mémorial de la Shoah et mes collègues qui travaillent sur le génocide des Arméniens, parce qu'on chemine en commun autour de ces questions de génocide, et il existe malgré tout des traits communs très forts. Donc dans ces événements paroxystiques, c'est en particulier quelque chose dont on parlera peut-être tout à l'heure, la mise à mort systématique et massive des enfants, des plus jeunes, qui, à mon avis, est un critère discriminant de ce qu'est un génocide. Voilà, donc on travaille sur ces questions-là ensemble, mais effectivement, travailler ensemble sur des événements ou essayer de tenter de les comparer, c'est aussi en faire saillir les singularités.
Et dans le cas du Rwanda, l'une des grandes singularités, c'est effectivement cette réversibilité meurtrière des liens sociaux et affectifs, même si on peut tenter de la comprendre en revenant sur l'histoire politique du Rwanda et de travailler en particulier sur les politiques, l'institutionnalisation du racisme sous les régimes précédents. Vous parlez du génocide au village et aussi la couverture, comme on le voit. C'est le choix de cette couverture-là. Déjà, pourquoi? Alors je dois dire que c'est un choix de l'éditeur. Le titre, je sais qu'il n'y a pas de village au Rwanda, mais c'est un titre qui est une sorte de clin d'œil intellectuel à un livre très important qui s'appelle Le pouvoir au village de Giovanni Levi, qui est donc un ouvrage qui est un peu une pierre angulaire, si vous voulez, du mouvement de la microstoria, de la micro-histoire italienne. Et c'était vraiment ce mouvement historiographique dans lequel aussi je voulais inscrire les outils de recherche et d'écriture sur le génocide des Tutsis, c'est-à-dire de le regarder l'événement à partir de sa matérialité la plus fine et non pas à partir des grands appareils étatiques ou idéologiques, mais dans son effectuation concrète. Maintenant, c'est entre cette publication et maintenant ce qu'on va parler, il s'agit maintenant, vous êtes parti du génocide au village à la toute dernière publication, Sans ciel ni terre, parole orpheline du génocide des Tutsis. Sans ciel ni terre. Je suis toujours un peu émue de parler de ce livre. Alors, Sans ciel ni terre, c'est une traduction libre d'une expression qui revenait souvent dans les textes des orphelins et des orphelines qui constituent la matière première de ce livre. Après le génocide, il disait « Imfu visita gilahepfu narukuru ». Et donc, je l'ai traduit sans ciel ni terre, puisqu'en français, sans haut ni bas, c'était étrange. Et c'est cette idée que traduisaient beaucoup ces orphelins et ces orphelines de vivre dans une espèce de limbe, sans avoir ni ciel, puisque parfois Dieu les avait parfois abandonnés. En tout cas, ils se sont posés des questions sur l'existence de Dieu pendant le génocide, même si la foi reste quand même très chevillée à leur âme dans les textes. Et ce ciel sans recours, ce ciel sans secours, et voilà, cette terre qui les rejette, voilà, ou qui les voue à la disparition. Donc il y avait, voilà, ce titre, il vient de cette expression très belle, et il est inspiré directement des textes écrits par les orphelins et les orphelines qui constituent, voilà, encore une fois, la matière première de ce livre. Ce sont des orphelins et orphelines du génocide commis contre les Tutsis, mais déjà, le sous-titre, vous parlez des paroles orphelines du génocide. Là, vous parlez des orphelins et orphelines par rapport à leur témoignage ou leur version de l'histoire. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire et on peut jouer sur l'ambiguïté du paroles orphelines. Est-ce que ce sont des paroles, c'est à la fois des paroles écrites par des orphelins et des orphelines, mais c'est aussi des paroles qui sont restées largement orphelines. De quoi? Orphelines d'écoute. Voilà. Orphelines parce que au Rwanda, on les écoute, bien sûr, mais est-ce qu'à l'extérieur, on n'a jamais véritablement entendu ces paroles? Voilà, donc ce sous-titre, il joue sur cette ambiguïté. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce sous-titre qui fait à la fois référence aux auteurs, aux scripteurs de ces textes, mais aussi qui pose la question de leur audibilité, je dirais. Voilà. Est-ce qu'on peut entendre ça? Est-ce qu'on peut entendre ce que ces enfants ont eu à nous dire en 2006 lorsqu'ils ont pris la plume, il faut le rappeler, à l'initiative notamment d'Avega, qui a organisé cet atelier d'écriture. Est-ce que c'est simplement audible? Et c'est la question que pose le livre. Parce que souvent, quand il s'agit des génocides, revient la question de l'indicible, de l'innommable, mais tout est dit et tout est nommé dans ces textes. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de les entendre? Est-ce qu'on est capable d'entendre
la violence, la brutalité des descriptions que nous donnent à lire ces jeunes scripteurs. Alors, déjà, vous essayez un peu de décontextualiser et de délimiter ces paroles dans le temps et dans l'espace. Vous précisez bien de 1994 à 2006. Oui. Et aujourd'hui, nous parlons de la commémoration pour la 28e fois des suites, c'est-à-dire nous sommes 28 ans après le génocide des Tutsis. Et pourquoi avoir attendu? Pourquoi aujourd'hui cette publication? Alors, c'est tout simplement parce que j'ai découvert ces textes lors d'un précédent séjour de recherche en fin 2016-2017 et qu'il a fallu traduire en français. Donc c'est un corpus qui est quand même assez important, il y a à peu près 2000 feuillets manuscrits qu'il a fallu donc traduire, travailler. On a beaucoup travaillé sur la traduction avec les personnes qui m'ont aidé. Pour contextualiser également, parce que j'imagine que votre audience, il fallait pas forcément, il y a certaines tournures en Kinyarwanda qui pas toujours faciles. Qui ne sont pas faciles à comprendre, ou même des toponymes, comment on nomme les différents endroits de la maison, etc. Ou bien les champs, les animaux, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les animaux dans le texte. Et donc on a beaucoup travaillé sur la traduction pour que nous puissions rester au plus près des mots qu'avaient posés les enfants sur leur expérience. On dit souvent que l'expérience de la traduction, c'est une expérience de trahison, mais là, on voulait trahir le moins possible. Et on voulait trahir le moins possible leur langue parce que on sentait que ça avait été si difficile pour eux de d'écrire ce qu'ils avaient écrit, donc il y avait une double raison de ne pas les trahir. Et donc, cet exercice de traduction a été long. Et puis après, le processus d'écriture, etc., a pris un peu de temps. Mais voilà, je n'ai pas découvert ces textes quand ils ont été écrits, mais plus de 10 ans plus tard. Et maintenant, à qui est-ce que ces paroles sont adressées aujourd'hui? Lorsque vous traduisez, vous publiez votre œuvre, à qui sont votre première audience? Alors, je voudrais juste préciser ici que ces textes sont parfaitement anonymisés. Que voilà, il n'y a pas de nom dans le texte, mais justement à qui? Voilà, mais ils sont adressés. Néanmoins, et déjà ces textes eux-mêmes sont adressés à l'humanité. Parfois, les scripteurs écrivent qu'ils écrivent pour l'humanité tout entière, ou bien pour leur descendance, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants même. Donc, il y avait cette volonté de transmettre. Et donc, en quelque sorte, l'historienne est venue prendre ces mots au sérieux et pour transmettre dans une autre langue, à une audience différente, ces textes, ces paroles. Alors, je crois que en France, le livre a été reçu essentiellement par la jeunesse. Je crois que c'était très important. Et il a d'ailleurs reçu un prix lycéen du Festival d'histoire de Blois. Ce sont donc des jeunes de 16-17 ans qui n'avaient jamais connu auparavant dans leur cours, dans l'enseignement secondaire, l'histoire du génocide des Tutsis et qui sont rentrés dans cette histoire en lisant ce livre, en participant au jury. Et ça m'a beaucoup touchée que ce soit des jeunes, des lycéens, qui choisissent ce livre l'année dernière pour le prix. Parce que c'est des enfants, qui parlaient aussi à des jeunes de leur âge. Enfants. Et voilà, il y a eu une empathie, si vous voulez, et ça, je crois que c'est extrêmement important aussi, que les nouvelles générations puissent se reconnaître dans cette histoire, ne plus vivre dans l'ignorance et le déni, comme ça a été longtemps le cas en France, il faut bien le dire, mais que cette parole, cet événement entre dans notre histoire. Et ça, je pense que c'est très important. Dans une époque où le déni, le négationnisme du génocide des Tutsis trouve de plus en plus de gens qui adhèrent, et notamment, vous parlez bien des enfants, nous sommes sur le continent européen, des gens qui n'ont pas
forcément à une meilleure compréhension de ce qui s'est passé au Rwanda. Vous pensez également qu'il n'est jamais tard pour raconter l'histoire du génocide? Il n'est jamais trop tard. Et c'est l'expérience qu'on peut tous avoir dans une salle de classe en France. Je peux parler de l'expérience que nous avons, à plusieurs d'ailleurs, collègues qui travaillons sur l'histoire du génocide des Tutsis en France, et avec par exemple aussi l'association Ibuka France ou le mémorial de la Shoah. C'est qu'il y a une demande sociale. Il y a une demande sociale, il y a une volonté de comprendre. Voilà, j'enseigne à titre personnel à Sciences Po à des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années, qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Eh bien, ils ont tous les ans, c'est une grande aventure collective, à la fois de connaissances et de réflexion, de réflexivité sur pourquoi est-ce que je ne connaissais rien de cet événement avant le cours. Et là, cette ignorance va heureusement s'estomper, puisque depuis 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, l'histoire du génocide des Tutsis est inscrite dans les programmes scolaires en France. Donc on a de plus en plus aussi de demandes de jeunes gens qui veulent passer leur grand oral sur ce sujet. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus le temps passe, plus la jeunesse est intéressée par l'histoire de ce génocide. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Voilà. Alors, ce sont des récits rédigés en 2006 à l'initiative d'une association rwandaise des rescapés. C'est vrai que les témoignages, l'histoire racontée par les enfants, souvent les historiens vous essaient un peu d'interroger les témoignages dans leur contexte et surtout de savoir qui témoigne, pour quel intérêt. Et aussi, le témoignage trouve sa véracité, son originalité, quand il y a certaines mesures par lesquelles passe ce témoignage historique. Avec quelle valeur aujourd'hui ces récits peuvent être pris dans leur contexte et de dire vraiment c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment des enfants qui parlent. Votre lecteur aujourd'hui, loin du contexte du Rwanda, coupé de toute réalité, comment ce lecteur va-t-il croire, avoir foi en ces récits? C'est tout le travail de l'historien, précisément, que de mettre en scène, oui, ces textes, dans l'écriture évidemment, de les accréditer, parce que nous-mêmes on a fait ce travail de critique interne et externe de ces sources, comme tout historien doit le faire. Ce que je dois souligner ici, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un corpus important. Il y a 105 témoignages d'enfants, d'anciens enfants, mais je sais qu'ici au Rwanda on est enfants très tard, qui viennent tous de la même région, c'est-à-dire de l'actuelle province de l'Est. Donc, quelque chose qui est très important à souligner, c'est la cohérence de ces récits. Ces récits sont cohérents entre eux. Donc, ce n'est pas un individu qui raconte une histoire individuelle complètement extraordinaire sortie d'un contexte. On a des précisions qui se répondent d'un texte à l'autre, et ça crédibilise, si vous voulez, les témoignages. Mais dans le texte, dans le livre, j'ai voulu justement accompagner un lecteur qui serait pas forcément très informé sur l'histoire du génocide, en quelque sorte de le prendre par le fil de l'écriture, et puis de lui faire lire les textes, voilà, en les expliquant, en les accompagnant, voilà, pour que précisément, de manière très retenue, parce que je voulais que ce soit la parole des orphelins et des orphelines qui soit véritablement mise en avant, qui raconte l'histoire. Jamais je n'ai pas raconté à leur place. C'est-à-dire que vous essayez, vous, auteur du livre, de ne pas toucher au témoignage et d'accompagner le lecteur. Oui. Comment? C'est déjà par quelle méthode? Alors, c'est un équilibre très particulier. Je dirais qu'il y a eu presque une alchimie dans l'écriture de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit très vite, que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, mais que j'ai écrit très vite.
dans une sorte d'état particulier où il n'y avait plus que ça qui comptait du matin au soir, que cette écriture. Et il n'y a pas véritablement, pas de méthode, mais il y avait juste une ligne de conduite qui était, c'est leurs mots qui comptent. Parce que ces mots étaient très forts, ces mots étaient d'ailleurs d'une terrifiante beauté. Et donc l'équilibre s'est trouvé tout seul dans une sorte de dialogue entre leur voix et la mienne. Et je veux dire que j'ai été beaucoup aussi aidée par l'éditeur et par la directrice de la collection, Clémentine Vidal-Naquet, à qui je dois beaucoup, parce que sa collection s'appelle « À la source ». Et précisément, l'objet de cette collection, c'est de mettre en valeur les archives. Et ce dialogue, on l'a construit aussi avec Clémentine Vidal-Naquet, mais toujours en laissant les orphelins et les orphelines parler de ce qu'ils avaient vécu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de conclusion dans le livre, vous ne pouvez pas conclure. Et vous pensez également que 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis, il y a quelque chose que vous avez dit de très important, ce sont des paroles mises en exergue, publiées, à qui veut l'entendre? À qui peut l'entendre et qui veut, effectivement. C'est un texte, on doit peut-être prévenir aussi les téléspectateurs, qui est extrêmement violent. Tout le monde n'est pas capable, je crois, et je n'en voudrais à personne de ne pas le lire, parce que c'est un texte très difficile sur le plan affectif. J'ai d'ailleurs réfléchi à cette question de l'émotion dans mon travail parce qu'elle est prégnante, et je crois précisément c'est parce que plus on a conscience de l'effraction psychique que provoque cette lecture, plus on est dans la retenue de l'écriture. Il n'y a pas de pathos, voilà, parce que ça suffit, ces textes se suffisent à eux-mêmes, et ils disent ce qu'a été le génocide. Parce que le génocide, c'est pas une abstraction, c'est pas un mot, c'est avant tout c'est une réalité, c'est des faits. Et il doit être aussi, ce que j'ai trouvé de très riche dans ces textes d'orphelins, d'orphelines, c'est le grain descriptif. On parle sans filtre. Oui, on parle sans filtre, de l'état des corps, de la gestuelle meurtrière, de la gestuelle cruelle. Des mots aussi qu'ont prononcés les tueurs. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ces textes d'enfants, c'est que les descriptions étaient saturées de tueurs. Donc, on sent aussi dans certains passages où les témoignages, ce sont les paroles aussi bien des survivants, mais certains d'entre eux reprennent les paroles des victimes, de ce qu'ont dit leurs parents, leurs frères, oui, qui ont péri au moment de mourir. Oui. Mais ils racontent également les mots des bourreaux. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est la particularité aussi de cette publication, de cette œuvre, c'est également où on a le temps de pouvoir à la fois écouter les survivants, les rescapés et les bourreaux en même temps. C'est ce qui m'a beaucoup frappé dans ces textes, et précisément, c'est que, et d'ailleurs c'était une découverte extraordinaire, parce que l'ambition au départ, c'était de pouvoir écrire une histoire du génocide qui soit intégrée, comme c'est pour reprendre le mot d'un historien de la Shoah qui s'appelle Saud Friedlander, c'est-à-dire d'intégrer les victimes dans l'histoire, dans l'historiographie du génocide. Parce que ce qui fascine beaucoup d'abord les chercheurs, c'est de savoir pourquoi les tueurs ont tué. Et donc on s'intéresse aux tueurs. Mais les victimes, elles sont souvent du côté de la déploration, certes du témoignage, de l'édification morale, mais leurs témoignages ne sont pas directement, tout de suite, pris au sérieux comme une source historique. C'était l'ambition de ce livre. Et j'ai eu une chance extraordinaire de trouver ces textes, parce qu'ils répondaient en tout point au programme de recherche que je m'étais fixé. Enfin, c'était vraiment une chance extraordinaire. Ce sont des textes magnifiques. Et donc voilà, c'est des textes qui ne sont pas... ce sont des sources, certes, produites par des victimes, mais qui ne racontent pas une histoire du génocide
seulement du point de vue des victimes, parce que les tueurs sont là. Voilà. Et on est dans des interactions quotidiennes avec les tueurs. Et c'est ça qui rend aussi ces textes extrêmement précieux. C'est que on y voit littéralement, on sent presque, tellement les descriptions sont fines, leur voix, leurs insultes, leurs coups. Et leur manière de s'organiser aussi. Les enfants ont une manière de décrire la manière dont les tueurs s'organisent en véritable partie de chasse, avec des armes, les chiens, les pierres jetées dans les champs de sorgho ou dans les marais pour les débusquer. Tout ça est raconté avec un grain descriptif très fin et qui permet à l'historien de rentrer dans cette matérialité du génocide et du point de vue des différents acteurs. Alors, dans votre publication, vous dites que ces récits permettent de comprendre la vie d'avant de ces enfants et leur vie d'après le génocide. Mais est-ce que, puisque cette vie-là continue, on va se projeter, est-ce que vous comprenez que c'est des gens qui ont su laisser une partie saignante de leur histoire derrière eux, ou c'est des gens qui vivent avec? Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. Lorsque vous observez cette société rwandaise, où certains de ces enfants qui ont raconté vivent dans cette société. Bien sûr. Alors, ça serait peut-être une entreprise nouvelle qu'il faudrait que je mène, c'est-à-dire d'essayer de partir à leur rencontre pour voir ce qu'ils sont devenus. Mais en 2006, la situation n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'au Rwanda, ce n'est pas 28 ans qui se sont écoulés depuis le génocide, depuis 1994, depuis le génocide des Tutsis, mais c'est 50 ans presque. 50 ans ou 28 ans. Tellement le rythme est accéléré. Tout est allé trop vite. C'est pas un jugement de valeur. Ça passe vite. Oui, c'est une sorte de constat. Le renouvellement générationnel, le développement du pays, le changement il y a beaucoup de changements qui sont intervenus. Et donc voilà, j'ai l'impression que 2006, c'était encore vraiment le temps du génocide. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que sont devenus ces orphelins et ces orphelines. Et sans doute, ont-ils trouvé une place peut-être moins douloureuse, en tout cas je l'espère, que celle qui était la leur en 2006. C'est sûr, on peut estimer qu'ils ne sont pas laissés ils n'ont pas été abandonnés ou laissés de côté. Est-ce que vous pensez également que ce développement rapide, cette transformation socio-économique a permis également de penser ces plaies-là de l'histoire? Alors, je n'ai pas travaillé directement sur cette question-là, c'est-à-dire du rapport, justement, ce rapport au temps accéléré dont je parlais. Voilà, ce serait vraiment une question. Je pense que ça, c'est une question c'est une thèse d'anthropologie qui a à faire. Moi, je reste coincée dans mon passé en 94. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant de travailler notamment sur les nouveaux rapports à l'espace, en particulier la ville de Kigali. Il y aurait une enquête anthropologique merveilleuse à faire sur justement ce que font ces transformations socio-économiques aux individus et si elles changent ou pas le rapport à leur passé. Parce que la question, si elle est posée, si je la pose aujourd'hui, c'est justement par rapport au titre sans ciel ni terre. C'est donc des enfants, déjà à l'époque, qui sentaient qu'ils n'appartenaient ni à la terre ni au ciel. Si aujourd'hui le pays qui était celui de 2006, qui n'est plus le même aujourd'hui, vous pensez, on peut estimer qu'ils ont trouvé leur place sous le soleil? J'espère en tout cas qu'ils ont retrouvé, assises sur la terre du Rwanda. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le travail historique rime aussi avec le travail sur le plan de la justice, parce que si ces enfants racontent ou ont raconté leur récit,
c'est parce qu'il y a eu des bourreaux, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont commis ce génocide, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont rendus orphelins et orphelines de l'histoire et de leur famille. Est-ce que vous pensez également que le genre de travail que vous faites aujourd'hui apporte une pierre à l'édifice pour ce qui est du travail de la justice? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question parce que je crois que les deux disciplines, celle de la justice et celle de l'histoire, se portent bien quand elles ne se croisent pas trop, en fait. Je pense que l'historien n'est pas le justicier des peuples, hein, comme disait Chateaubriand. On doit rester dans ce qu'on fait. Vous présentez les faits. Voilà. Et si un juge... ce sera tant mieux d'un point de vue civique. Pourquoi moi, quand je suis appelée par exemple, comme témoin de contexte dans les sessions d'assises, je ne peux pas me dérober à cette tâche parce que c'est mon devoir. Voilà. Mais je n'envisage pas, si vous voulez, mon travail d'historienne dans une optique judiciaire. Là, je pense que je me tromperais parce que je ne suis pas là pour faire le travail des juges. Et notre travail est d'ailleurs très différent, même s'il se croise à de nombreuses reprises. Mais voilà, si ce travail peut contribuer, par exemple, à éclairer des jurés de cour d'assises sur l'histoire du génocide en général, tant mieux. Précédemment, nous avons eu à accueillir le professeur Vincent Duclerc. Lui, après son rapport, lui, il a parlé, il a dit que son travail, avec son équipe, historien comme vous, ça va servir pour le tribunal de l'histoire. Est-ce que vous croyez en ce tribunal-là de l'histoire? C'est une question, voilà, un peu... je ne crois pas qu'on travaille pour ça. En tout cas, personnellement, je ne travaille pas pour le tribunal de l'histoire. Après, vous y croyez, vous? Je ne sais pas. Je crois que ce serait un peu de l'immodestie que de le penser. Je crois que l'histoire du génocide, ce qui s'est passé ici au Rwanda en 1994, doit nous pousser à la modestie et à l'humilité. Alors, si le travail des historiens peut servir la cause de la justice des hommes, celle des tribunaux, tant mieux. Mais force est de constater que tous les tueurs ne seront pas jugés ou passeront pas devant des cours d'assises. Alors peut-être à ce moment-là, dans 30 ans, dans 50 ans, on pourra peut-être parler de tribunal de l'histoire. Mais pour le moment, ce qui me semble important, c'est le tribunal des hommes, les cours de justice, hein, puisque le travail est encore en cours. Et personnellement, je reste très, très modeste et je fais simplement mon travail d'historienne sans penser au tribunal de l'histoire. Pour revenir à votre publication, Essentiel ni terre, lorsque les enfants parlent, parce qu'on va essayer un peu de rentrer encore dans le contexte, déjà, nous sommes à 12 ans du génocide. Est-ce que vous pensez que leurs récits ont permis de libérer un certain poids que ces enfants ont porté ou portent avec eux? Alors, ils le disent. Ils le disent, ils l'écrivent dans leur cahier. Merci. S'ils le disent, est-ce que vous, historienne que vous êtes, s'ils le disent, est-ce qu'ils le vivent? En tout cas, ces textes sont tellement vivants, ils sont tellement, ils sont revécus comme en 1994. Il y a une forme je dis dans l'introduction, d'hypermnésie, très, 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 très puissante. Mais souvent, c'est encore ça déjoue un autre lieu commun, qui est celui du traumatisme qui troublerait la mémoire. En fait, c'est tout le contraire. Plus le traumatisme est puissant, plus les images sont fixées, les bruits, les odeurs, toutes ces descriptions sont, puisent au registre de la sensorialité parce que c'est inscrit. Et donc, quand ils réécrivent 12 ans après le génocide, ils sont encore en 1994. Et donc, c'est ça aussi qui donne tout l'intérêt de ces textes. C'est comme si on y était. Hein, tellement ces descriptions sont encore une fois, très précises. Et donc, certains expriment non pas une forme de soulagement, mais
voilà, au moins la satisfaction d'avoir laissé quelque chose sur un cahier, quelque chose de matériel, d'avoir écrit. Et d'ailleurs, leur cahier, ils l'appellent Igitab. Igitab. Voilà, c'est leur Igitab. Et ça, je pense que c'est très important. Une sorte de Bible? Non, une trace. Une trace. Voilà, une trace. Et il y en a même, il y a une jeune femme qui écrit que on peut vendre son livre, Tabo Kiantier, donc mon livre, sur les marchés, sur les étals de marché, parce que je veux que la terre entière sache ce qui s'est passé au Rwanda. On revient sur cette volonté de transmission qui est souvent invoquée dans les textes, notamment à la fin, dans la partie consacrée aux Ibi Fozo. Hein, voilà, et donc, et parfois, à l'inverse, l'écriture s'interrompt brutalement. Parce que ce qu'il fallait écrire, enfin, la suite était inécrivable. Voilà. Il y a un texte comme ça en particulier qui m'a beaucoup frappé d'un jeune berger, donc dans cette région de l'ancienne préfecture de Kibungo. Et alors que tous les autres parviennent avec plus ou moins de difficulté à raconter quand même un petit peu la vie d'après, hein, cette vie difficile, cette vie harassante d'après le génocide, lui s'arrête au moment où il perd connaissance après avoir reçu des coups de machette. Il ne peut pas. Il peut pas continuer. Donc voilà, parfois il y a des... Ça devient lourd, ça voilà, devient c'est impossible. pénible. Voilà. On revit encore. Voilà, et donc on voit par l'écriture même, voilà, par la matérialité de l'archive, hein, voilà, tout d'un coup, les lignes qui s'estompent, voilà, la difficulté d'écrire. Et je trouve que c'est aussi, voilà, du point de vue matériel, hein, ces cahiers disent quelque chose, hein, aussi par leur forme, voilà, de cette difficulté d'écrire. Le travail aussi des historiens, c'est aussi, c'est vrai, permettre aux gens de comprendre, mais après tout, vous êtes aussi des humains avec vos sentiments. Bien sûr. Comment est-ce que vous arrivez à naviguer et à rester en dehors de votre travail en tant qu'humain? On n'est jamais en dehors. Et je crois qu'il faut s'y résigner. On ne travaille pas sur une question comme celle-ci en venant au Rwanda très souvent, en ayant voilà, des amis, de la famille ici, en prétendant ensuite prendre un avion et rester en dehors. Sur Paris? Voilà, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce serait trop simple. On n'est pas des entomologistes, on n'étudie pas des insectes. On est avec des êtres humains et forcément, il y a une intersubjectivité, un investissement personnel, émotionnel. Mais je crois qu'il faut s'y résigner. Il vaut mieux en prendre acte que de faire semblant d'être non affecté et comme si cette non-affectation équivalait à une forme d'objectivité, ce qui, à mon avis, est totalement faux. Il vaut mieux reconnaître de quelle manière on est affecté, de quelle manière nos propres émotions travaillent, nos perspectives, nos points de vue, et ensuite laisser la liberté au lecteur de jauger cette fameuse objectivité, si le travail est fait en tout cas de manière honnête, que de prétendre être objectif alors qu'on travaille sur l'un des événements les plus atroces qui ait connu l'humanité au XXe siècle. C'est pas possible. Et il y a d'autres historiens, en particulier une historienne, Arlette Farge, qui a travaillé sur une historienne d'une toute autre période, et c'est une période moins tragique, qui a parlé aussi de la manière dont elle était traversée par ses émotions. Et elle dit quelque chose de très juste, c'est que l'émotion, c'était une fulgurance de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on voit mieux, on voit mieux quand les sens sont en éveil. Et c'est vrai. Je crois que personnellement, les émotions, les affects qu'on peut ressentir nous rendent plus à l'écoute. Et donc, avec une forme d'intelligence plus aiguë à ce qui nous entoure, que la prétendue froideur et recul qui sont plus postulés en vérité que sincères. Et je crois qu'on ne peut pas travailler
voilà, de cette manière, en tout cas la manière dont je travaille sur cet événement plus proche de son exécution, sans en être profondément bouleversée. Alors, docteur Hélène, ce travail, c'est un témoignage des enfants, mais ce que vous faites comme travail, c'est pour l'humanité, ce n'est pas pour les Rwandais. Est-ce que, en début d'émission, je parlais du plus jamais, du never again, qui est quelque chose dont on a parlé depuis 1945. Est-ce que vous pensez qu'après autant de publications, vos collègues ont travaillé pour faire comprendre ce qui s'est passé au Rwanda, la chronologie des événements, l'histoire même du génocide? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le monde a compris et a appris du Rwanda? C'est une question difficile et je pense que je fais une réponse assez pessimiste, notamment une réponse au regard de l'histoire. Parce que lorsqu'a eu lieu le génocide des Tutsis en 1994, effectivement, les sociétés occidentales reposaient sur le pacte politique du plus jamais ça, après la Deuxième Guerre mondiale, puis après, avec la naissance de la Shoah dans les années 70-80, le plus jamais ça. Quand on s'est rendu compte, en 1994, le génocide des Tutsis inflige une défaite absolue à cette incantation, qui n'est qu'une incantation. Et je ne suis pas certaine que malgré tous les livres qui ont été écrits dans les années 1980 sur la Shoah ou même sur le génocide des Arméniens, quoique l'historiographie du génocide des Arméniens était moins connue à cette époque, mais je ne suis pas sûre que l'histoire de la Shoah, par exemple, ait pu empêcher le génocide des Tutsis, par exemple. Et ça, c'est un historien, un collègue, d'ailleurs celui qui a créé le terme de négationnisme, Henri Rousseau, qui est historien de la Deuxième Guerre mondiale, qui le dit dans un de ses livres, et qui précisément est écrit entre 1994 et 1995, et il dit précisément le retour de la mémoire de la Shoah, cette mémoire ne nous a pas permis de voir ce qui se passait au Rwanda. Donc vous voyez, il faut toujours être extrêmement vigilant. Ça ne sera pas parce que les livres vont s'accumuler, parce que la connaissance va s'accumuler, que les leçons politiques en seront pour autant tirées. Et voilà, le contexte actuel, évidemment, est là pour nous donner aussi une autre leçon de pessimisme. Alors, doit-on dire que c'est un échec de l'humanité, le génocide des Tutsis, bien sûr, raconté par des enfants? Aujourd'hui, ce ne sont pas des adultes qui parlent, ce sont des enfants, par exemple. Déjà, si ces enfants sont ceux qui sont des adultes aujourd'hui, vous pensez qu'avec un regard en arrière, ils se disent c'est l'humanité qui a échoué? Oui, et je pense qu'ils ils se le disent sans doute avec d'autant plus de désespoir quand ils y pensent. Que le visage de ceux qui ont exterminé leur famille, c'est ceux c'est leurs voisins, c'est leurs instituteurs, c'est des gens avec lesquels ils avaient des relations sociales, pas toujours bonnes d'ailleurs, mais qui faisaient partie de leur vie quotidienne et familière. Voilà. Donc oui, je pense qu'ils ont fait l'expérience de cet échec profond de l'humanité. Chercheuse que vous êtes, vous travaillez sur l'histoire du Rwanda depuis plus de 20 ans. Peut-être pour terminer, aujourd'hui, 28 ans de commémoration du génocide commis contre les Tutsis, 28 ans donc après ce génocide. En tant qu'historienne, chercheuse, vous pensez qu'il y a encore de la matière à traiter par rapport à ce génocide? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. À titre d'exemple, c'est vrai qu'on est en train, avec l'association Ibuka, de ranger les archives d'Ibuka ici, et en ouvrant les cartons, c'est des monceaux d'archives qui apparaissent.
Et ces archives, c'est des thèses et c'est des futurs livres. Donc oui, à la fois il y a une exploitation des archives qui reste à mener et puis plein de questions encore qui méritent d'être exploitées, d'être explorées parce que l'histoire de ce génocide ne finira jamais de s'écrire. Jamais. Docteur Hélène Dumas, merci beaucoup d'avoir été de nôtre. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc par ici que se termine notre entretien avec le docteur Hélène Dumas. Je vous rappelle qu'il est donc diplômé à Aix-la-Provence. Il est aujourd'hui écrivaine, bien entendu, et historienne aussi. Il enseigne également à l'université. Travaillé sur plusieurs sujets, sur le Rwanda et les génocides commis contre les Tutsis, entre autres sa publication Essentiel unitaire. Nous avons également parlé du génocide au village. Elle a également travaillé sur les tribunaux Gacaca et elle a donc travaillé sur l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda d'une manière globale et aussi l'anthropologie historique des violences de masse. Vous comprenez donc, c'est une source très importante pour ce qui est de la recherche et de l'histoire sur les génocides commis contre les Tutsis. Et surtout en cette période, en cette année où on commémore pour la 28e fois les génocides commis contre les Tutsis. C'est donc un moment propice d'exploiter ce genre de travail qui sont donc et de travail effectué sur la mémoire et l'histoire du génocide commis contre les Tutsis. Il est vrai qu'elle a tout dit, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'angles à exploiter par rapport à ce génocide pour comprendre davantage et surtout dans l'intérêt des générations futures. Merci beaucoup, cher docteur. Merci. Et aussi, grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.